Extrait numéro 37 du livre Martin Eden de Jack London. Chapitre 30. Vous savez ce que je pense des critiques littéraires, ou prétendus tels. Il y en a de grands, mais ils sont aussi rares que les comètes. Si je ne réussis pas comme écrivain, je serai bon pour le métier de rédacteur de revue. Au moins, je pourrais m'acheter du pain et mettre du beurre et de la confiture dessus. Ruth avait l'esprit vif, et son hostilité au vu de son amoureux fut confortée par la contradiction qu'elle décela dans ses propos. Mais Martin, s'il en est ainsi, si toutes les portes sont fermées comme vous l'avez montré de façon convaincante, comment les grands écrivains ont-ils fait pour réussir? Ils ont réalisé l'impossible. Ils ont créé des œuvres d'une si prodigieuse incandescence qu'elles ont réduit en cendres ce qui leur faisait obstacle. Ils y sont arrivés par miracle. C'était un pari à 1000 contre 1. Ils y sont arrivés parce qu'ils étaient pareils à ces géants de Carlisle, couverts de balafres reçus au combat, et qui se relèvent toujours. Et c'est ce que je dois faire. Je dois réaliser l'impossible. Mais si vous échouez, vous devez aussi penser à moi, Martin. Si j'échoue, il la regarda un instant, comme si elle avait exprimé quelque chose d'impensable. Puis l'intelligence fit passer un éclair dans ses yeux. Si j'échoue, je deviendrai rédacteur de revue, et vous serez la femme d'un rédacteur de revue. Elle fronça les sourcils à cette facétie. Délicieux, adorable froncement que Martin, la prenant dans ses bras, fit vite disparaître d'un baiser. « Bon, cessez maintenant, fit-elle, en se dégageant par un effort de volonté de l'atmosphère enchantée de ce puissant enlacement. J'ai parlé avec père et mère. Jamais je ne leur avais tenu tête ainsi. J'ai exigé d'être entendue. Je me suis conduite en fille très indisciplinée. Ils vous sont hostiles, vous le savez, mais je leur ai dit et redit la constance de mon amour pour vous. Et père a fini par accepter de vous prendre dans ses bureaux si vous le désirez. Et vous pourriez commencer tout de suite. Il a même ajouté, de son propre chef, qu'il vous donnerait au début un salaire suffisant pour que nous puissions nous marier et nous installer dans une petite maison quelque part. C'est très chic de sa part, vous ne trouvez pas? Une sourde détresse étreignit le cœur de Martin, qui tendit machinalement la main en quête de tabac. Il n'en portait plus jamais sur lui, pour se rouler une cigarette, et émit un marmonnement. Ruth continua. « Franchement, et je ne voudrais pas vous blesser, je vous dis cela pour que vous sachiez à quoi vous en tenir avec lui. Il n'apprécie pas vos idées subversives, et il pense que vous êtes paresseux. Je sais évidemment que ce n'est pas le cas, et que vous travaillez dur. Dur ?» Même elle ignorait à quel point, songea Martin. « Bien, dit-il, parlons de mes idées. Croyez-vous qu'elles sont si révolutionnaires ?» Il la tint sous son regard, attendant la réponse à sa question. « Je les trouve, comment dire, très déconcertantes, dit-elle. Voilà, elle avait répondu, et sa vie lui parut noyée dans une telle grisaille qu'il en oublia sous l'accablement la proposition de travail que Ruth lui avait faite. Quant à elle, n'osant s'aventurer plus loin, elle était toute disposée à attendre sa réponse, jusqu'au moment où elle remettrait la question sur le tapis. Elle n'eut pas à attendre longtemps. Martin avait lui aussi une question à lui poser. Il voulait prendre la mesure de la foi qu'elle avait en lui. Dans la semaine, chacun eut la réponse de l'autre. Martin précipita les choses en lui lisant La honte du soleil. « Pourquoi ne voulez-vous pas devenir reporter ?» demanda-t-elle quand il eut fini. « Vous aimez tellement écrire. Je suis sûre que vous réussiriez. Vous monteriez vite en grade dans le journalisme et vous feriez un nom. Il existe beaucoup de correspondants spéciaux. Ils touchent de gros salaires et ils œuvrent dans le monde entier. On les envoie partout au cœur de l'Afrique, comme Stanley, ou interviewer le pape, ou explorer des régions inconnues, comme le Tibet. Vous n'aimez donc pas mon essai? Vous pensez que j'ai des dispositions pour le journalisme, mais pas pour la littérature? Si, je l'aime beaucoup. Il est agréable à lire, mais j'ai peur qu'il ne passe au-dessus de la tête de vos lecteurs. En tout cas, il passe au-dessus de la mienne. Il me paraît beau, mais je ne le comprends pas. Votre jargon scientifique me dépasse. Vous êtes un extrémiste, savez-vous, mon chéri? Et ce qui vous semble intelligible ne l'est peut-être pas aux autres. J'imagine que c'est le jargon philosophique qui vous embarrasse, se contenta-t-il d'ajouter. Il était encore tout enflammé parce qu'il venait de lui lire cet essai, où se trouvait la pensée la plus aboutie qu'il eût jamais exprimée.
Le jugement de Ruth l'abasourdit. Qu'importe la médiocrité de l'expression, insista-t-il. N'y trouvez-vous vraiment rien dans le contenu, veux-je dire? Elle secoua la tête. Non, c'est différent de tout ce que j'ai lu. Je lis Maeterlinck, et je les comprends. Vous comprenez son mysticisme, lança Martin? Oui, mais votre essai, qui est censé être une critique de Maeterlinck, je ne le comprends pas. Bien sûr, s'il s'agit de juger l'originalité, il l'interrompit d'un geste d'impatience, qui ne fut suivi d'aucune parole. Il s'aperçut tout à coup qu'elle parlait depuis un certain temps. Après tout, la littérature a été un jouet pour vous, disait-elle. Vous vous êtes suffisamment amusé avec lui. Et il est temps de prendre la vie au sérieux, Martin, notre vie. Jusqu'à maintenant, vous n'avez pensé qu'à la vôtre. Vous voulez que je prenne un emploi? Demanda-t-il. Oui. Père a proposé. J'ai bien compris, la coupa Martin. Mais ce que je veux savoir, c'est si vous avez, oui ou non, perdu foi en moi. Elle lui pressa la main sans rien dire, le regard voilé. En votre littérature, oui, mon chéri, admit-elle dans un demi-murmure. Vous avez lu pas mal de choses que j'ai écrites, reprit-il avec brusquerie. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça ne vaut vraiment rien? Et si vous les comparez à ce qu'écrivent les autres? Les autres vendent leurs œuvres, pas vous. Ce n'est pas une réponse à ma question. Vous croyez que la littérature n'est pas ma vocation, c'est ça? Bon, je vais vous répondre. Elle rassembla tout son courage. Je ne crois pas que vous soyez fait pour écrire. Pardonnez-moi, mon chéri, vous m'obligez à le dire. Et vous savez que j'en sais plus que vous en matière de littérature. Oui, vous êtes licencié de lettres, dit-il, d'un air songeur. Vous devez savoir. Mais tout n'est pas dit, continua-t-il, après un silence qui leur fut pénible à tous les deux. Je sais ce qui est en moi. Je le sais mieux que personne. Je sais que je réussirai. Je ne me laisserai pas écraser. Je brûle de dire ce que j'ai à dire, dans des poèmes, des romans, des essais. Mais je ne vous demande pas de croire en cela. Je ne vous demande pas de croire en moi, ni en ce que j'écris. Ce que je vous demande, c'est de m'aimer et de croire en l'amour. Il y a 1 an de cela, je vous ai supplié de m'accorder 2 années. Il m'en reste une. Et je crois vraiment, sur mon honneur et sur mon âme, qu'avant la fin de cette année, j'aurai réussi.